Imaginons une arrivée dans une ville totalement inconnue, avec cette sensation de crouler sous des démarches administratives complexes, sans savoir comment inscrire les enfants à l'école ou comment obtenir une aide au logement. Qui est-ce qu'on appelle quand la situation semble totalement bloquée? C'est vrai que c'est une situation qui peut être très angoissante, hein. Aujourd'hui, on plonge dans les mécanismes de cette profession indispensable, façonnée par le diplôme d'État d'assistant de service social. L'objectif, c'est de comprendre comment 3 années d'études transforment des étudiants en professionnels capables de changer le quotidien des citoyens. Et c'est un apprentissage qui est particulièrement exigeant, tu sais. En analysant ce parcours de formation, une évidence saute aux yeux. Laquelle? Le but de ces 3 années, ce n'est absolument pas d'apprendre à faire les choses à la place des autres. Ouais, c'est pas faire à la place. Exactement. La véritable finalité de cet enseignement, c'est vraiment de redonner de l'autonomie à la personne qu'on accompagne. Justement, pour bien visualiser ce rôle, j'ai en tête une image. C'est celle du guide de haute montagne. Ah oui, c'est une très bonne métaphore. L'assistant de service social, ce n'est pas un moteur qui tracte la personne sur son dos pour la forcer à gravir le sommet. Il connaît les crevasses administratives, il anticipe les tempêtes institutionnelles et il sécurise la progression pour que l'individu trouve sa propre voie. L'image est très juste. Et d'ailleurs, pour que cette ascension fonctionne, il faut une corde de sécurité absolue. Tu parles du secret professionnel, hein? C'est ça, le secret professionnel couplé à une vraie démarche d'inclusion. C'est vraiment ce qui instaure la confiance en fait. Bien sûr. Si une personne accompagnée craint que ses difficultés soient dévoilées publiquement, elle n'avancera tout simplement pas. Prenons une situation concrète. Imagine qu'un jeune adulte cherche son premier appartement, mais il n'a aucune garantie financière. Le professionnel formé ne va pas appeler les propriétaires à sa place, on est d'accord, hein? Non, non, surtout pas. Ça le rendrait dépendant. Le professionnel va plutôt lui montrer comment solliciter les bonnes aides financières et comment structurer son dossier de candidature. Pour qu'il reprenne le contrôle de sa propre situation, quoi. Exactement, c'est tout l'enjeu. Mais du coup, comment est-ce qu'on apprend cette posture concrètement? Quand on lit le programme, on découvre 4 grands blocs de compétences. Oui, l'enseignement est divisé en 4 parties très précises. Seulement, au premier abord, la frontière entre le bloc 1, qui concerne l'accompagnement social, et le bloc 2, centré sur l'autodétermination, ça semble un peu flou. Pour faire simple, pensons à la construction d'une maison. Le bloc 1, ça consiste à bâtir des fondations solides. Donc l'accès au droit. C'est ça. On s'assure que la personne a un accès effectif à ses droits fondamentaux, comme la santé ou l'hébergement. Sans ça, rien ne tient. Ah d'accord, je vois. Et le bloc 2, alors? Eh bien, c'est le moment où l'on remet les clés de la maison, on accompagne la personne pour qu'elle puisse faire ses propres choix de vie et s'émanciper à l'intérieur de ce cadre sécurisé. La progression est très logique. En revanche, le bloc 3 m'a vraiment surpris. Il concerne les dynamiques territoriales et il exige d'intégrer la transition écologique. Oui, c'est un point qui peut étonner au début. Pourquoi un futur travailleur social doit-il étudier le climat? Parce que les difficultés environnementales touchent d'abord les populations les plus vulnérables. La précarité énergétique, par exemple, le fait de ne pas pouvoir payer le chauffage en hiver. Ah, c'est un enjeu écologique autant que social, en fait. Voilà. Les étudiants apprennent donc à comprendre ces liens de cause à effet. C'est fascinant. Imagine la création d'un jardin partagé au pied d'un immeuble. C'est un projet qui permet de créer du lien entre les habitants, de produire de la nourriture locale, tout en verdissant le quartier. C'est l'exemple parfait. Et c'est là qu'intervient le bloc 4, qui se concentre sur l'éthique et le travail en réseau. Parce qu'un assistant de service social ne travaille jamais seul dans un bureau fermé. Jamais. Il doit collaborer en permanence avec des mairies, des associations, des médecins. C'est un vrai travail d'équipe. Pour devenir ce professionnel capable de jongler avec le social et l'environnement, comment on entre dans cette formation SCE? Les textes parlent d'un accès avec un diplôme de niveau 4. En termes courants, ça signifie qu'il faut simplement avoir l'équivalent du baccalauréat pour postuler. D'accord, le bac suffit. Et j'ai remarqué qu'une fois admis, il n'y a pas d'examen traditionnel sur table pour valider la formation. Non, la formation privilégie le contrôle continu. Mais comment on évalue un futur travailleur social si on ne lui fait pas réciter des cours par cœur? C'est toute l'intelligence de la méthode. Les étudiants rendent des dossiers sur des projets pratiques et ils passent des oraux face à des jurys professionnels. Ah, donc c'est très orienté sur la pratique. Prouve que l'enseignement prépare vraiment à la réalité du terrain. Le fait d'y intégrer aujourd'hui des problématiques climatiques montre que le travail social évolue en permanence et s'adapte aux grands défis de notre époque. Tout à fait.
Et si l'écologie est le défi d'aujourd'hui, on peut se demander comment ces futurs professionnels devront intégrer l'intelligence artificielle demain pour simplifier encore l'accès aux droits des citoyens. C'est une excellente réflexion. De chaleureux remerciements sont adressés à ceux qui ont suivi cette analyse. Il est possible d'écouter d'autres explorations audio sur diverses orientations, sur le podcast Choisis ta formation et ton métier, ainsi que sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.